observe des dossiers qui sont plutôt en amélioration avec des choses qui commencent à être de qualité dans certains cas. Et on peut avoir parfois des études qui sont donc assez détaillées, assez fournies, avec présentation de scénarios, etc. Mais quand même, ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a un certain nombre d'études d'impact où ce n'est pas encore tout à fait au niveau, où on peut avoir des choses qui sont encore très ciblées, par exemple sur les questions de potentiel de développement des ENR, parce que c'est un sujet qui est imposé par la réglementation, mais même dans ce cas-là, on n'a pas forcément des mesures concrètes qui sont présentées. Et quand on a des éléments, ce n'est pas forcément toujours très très clair sur le champ des émissions concernées, sur la question du choix du scénario. On n'a pas non plus toujours des mesures qui sont définies de façon précise, avec des mises en œuvre vraiment engageantes de la part des maîtres d'ouvrage. Donc, on voit qu'il y a encore pas mal de progrès possibles. Et donc, ça fait l'objet de pas mal de recommandations dans nos avis. Et du coup, dans ce contexte, ça nous a semblé intéressant, après des contacts qu'on a eus avec Efficacity, de donner la possibilité à Efficacity, à l'ADEME, de proposer, de présenter des outils, des méthodes qu'ils ont développées, donc qui sont à destination des porteurs de projets, et donc pour trouver des solutions d'amélioration des projets du point de vue énergétique et bilan carbone. Mais donc c'est très intéressant de pouvoir voir ce dont disposent les porteurs de projets comme moyen pour faire cette analyse, de façon à ce que nous, dans nos avis, on soit aussi donc peut-être plus pertinent, qu'on arrive à mieux cibler les demandes lorsqu'on les exprime. Et donc, le principe qu'on a retenu, c'est une présentation d'1 heure environ, avec des questions-réponses qui seront possibles à la fin, donc avec la volonté de faire assez court pour être efficace. Et donc, je passe sans plus tarder la parole à nos invités. Alors, Michel, est-ce que tu veux dire un mot d'introduction? Oui, ok. Donc, Michel Salem-Servanet, je suis le DG d'Efficacity. Je voulais juste redire l'importance de l'échange d'aujourd'hui. Donc, avec l'ADEME, et on peut même dire à l'initiative de l'ADEME, il y a presque 6 ans maintenant, donc un travail de fond a été fait avec tout un ensemble d'organismes experts de la comptabilité carbone, alors à l'époque plutôt à l'échelle du bâtiment et maintenant à l'échelle des projets d'aménagement, pour mettre au point une méthode de référence, donc qui s'appelle la méthode Cartier énergie carbone, que donc Morgane Colombert d'Efficacity et Anne Lefranc de l'ADEME vont vous présenter plus en détail, ainsi que son logiciel d'application qui s'appelle Urban Print. Je voudrais juste dire pourquoi ça a été fait, c'est qu'il est indiqué, alors vous savez qu'il y a, de par la loi, il y a obligation que tous les grands secteurs, un contributeur d'émissions de gaz à effet de serre en France et une feuille de route de décarbonation, et l'aménagement urbain est un de ces secteurs. Et donc, la DGALN a piloté avec un très nombreux acteurs pendant plus d'une année la mise au point d'une feuille de route spécifique à la décarbonation de l'aménagement urbain qui a été validée par le ministre de la Transition écologique il y a exactement 1 an, donc c'était en mai 2023. Et parmi les nombreuses recommandations de cette feuille de route, parmi les premières en fait, il y en a 2 qui vont vous intéresser. La première, c'est il faut être capable d'évaluer de manière plus précise, au travers d'un bilan carbone, l'impact carbone des opérations d'aménagement à l'échelle d'un quartier. Voilà. On sait le faire à l'échelle d'un bâtiment, bien sûr, mais jusqu'à il y a quelques années, on ne savait pas le faire à l'échelle d'un quartier. Donc il faut le faire, et il faut améliorer la précision de ces méthodes pour que ça aide tous les acteurs à décarboner leur projet d'aménagement. Et l'autre recommandation qui est très liée à la première, c'est qu'il faudrait, c'est une recommandation, que tous les projets, et en particulier les projets soumis à évaluation environnementale, donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui avec vous, fassent un bilan carbone prévisionnel de l'opération. Donc, bilan carbone prévisionnel, le terme prévisionnel est important, c'est-à-dire qu'on se place dans la phase de conception du projet, et il faut donc prendre en compte l'impact carbone du projet comme un des critères fondamentaux de conception des projets. Ce qui historiquement
ne se faisait pas. Hein. Bon, moi, j'ai eu la chance d'être aménageur. Hein. J'étais à Épamarne, hein, un des grands aménageurs de type EPA. Bon, c'était il y a 10 ans. Hein. Alors, le contexte était un peu différent. La sensibilisation des acteurs, voilà, ce sujet était différent. Mais voilà, la conception des projets ne prenait pas, et malheureusement encore pour beaucoup d'aménageurs, ne prend pas en compte suffisamment le critère de l'impact carbone. Voilà, donc je voulais rappeler ce point concernant la feuille de route, et sans attendre cette feuille de route, hein, évidemment, l'ADEME, Efficacity, le CSTB et beaucoup d'autres acteurs ont fait un travail depuis presque 6 ans maintenant, hein, qui a permis de mettre au point une méthode de référence, hein, qui s'appelle la méthode carte énergie-carbone, hein, qui va vous être présentée. Et ça, c'est important d'avoir une méthode de référence pour que tout le monde compte l'impact carbone des projets d'aménagement de la même façon. Hein. Et en particulier pour objectiver cet impact carbone et pour éviter le greenwashing, qui peut être le cas quand chaque aménageur demande à un bureau d'études, selon une méthode un peu boîte noire, de lui dire si son projet est vertueux ou pas selon au regard de son impact carbone. Le fait d'avoir une même méthode qui est publique, qui est très documentée, hein, qui est disponible sur le site de l'ADEME. Hein. Alors j'ai souvent l'habitude de dire qu'elle fait 150 pages, hein, c'est pour dire qu'elle est très documentée. Hein. On rentre dans le détail des hypothèses, hein, c'est vraiment le contraire d'une boîte noire. Cette transparence a pour objectif de donner confiance à tous les acteurs de l'aménagement et les inciter à utiliser cette méthode. Voilà. Et je terminerai juste en disant que cette méthode, elle a un deuxième objectif, c'est d'aider à réduire l'impact carbone. Parce que évaluer, c'est important, c'est la base de tout. Mais l'objectif, c'est de réduire, c'est-à-dire de réduire le plus possible. Il y a bien sûr d'autres critères quand on conçoit un projet d'aménagement. Et puis, il y a le coût de certaines mesures. Hein, donc, on sait que ça peut être plus ou moins difficile. Mais en tout cas, cette méthode, elle a un intérêt essentiel qui est aussi d'indiquer à l'utilisateur quels sont les leviers d'action les plus efficaces pour réduire l'impact carbone du projet. Autrement dit, où mettre l'effort. Et encore une fois, moi qui ai été aménageur, je peux vous dire que ce n'est pas évident. Hein, et on a bientôt une centaine de bilans carbone qui ont été faits, et on constate que ce n'est pas toujours intuitif, hein, le carbone, comme d'autres sujets environnementaux d'ailleurs. Et donc, c'est utile d'avoir une méthode et un outil qui aide l'utilisateur à savoir où mettre l'effort. Voilà. Et le dernier point, je voulais mentionner, on parle souvent de projets d'aménagement. Hein, ça inclut tout type de projet urbain à l'échelle d'un quartier, c'est-à-dire des projets de construction neuve, des projets de rénovation du bâti existant, des projets mixtes. Et la plupart des projets maintenant sont des projets de rénovation urbaine ou des projets mixtes. Donc voilà, je précise ça parce que souvent on nous pose la question. Bien évidemment, ça s'applique autant à des projets de rénovation urbaine qu'à des projets de construction neuve, puisque voilà, aujourd'hui ce sont la majorité des projets qui sont des projets de rénovation urbaine, et c'est une bonne chose. Voilà. Et puis la dernière petite chose, mais ça je pense que Morgane et Anne vont en parler, l'existence même d'une méthode de référence permet de centraliser les bilans carbone et de mener des statistiques et des analyses sur de très nombreux projets, et rend possible la mise en place d'un observatoire national de la performance carbone des projets d'aménagement qui s'appelle l'observatoire quartier énergie carbone, le même nom que la méthode, qui va être mise en place d'ici 6 à 12 mois et qui sera lancé officiellement. Et Gilles, on te remercie beaucoup de ton intervention d'ailleurs, qui sera lancé officiellement ce jeudi à 18h à Paris. Donc pour les personnes qui sont disponibles, n'hésitez pas à venir assister à cet événement qui est important, puisque ça va nous apprendre énormément de choses sur justement comment est-ce qu'on fait un projet bas carbone. Donc voilà un petit peu quelques éléments de contexte, et je vous remercie par avance parce que vous avez, moi je vous ai pratiqué en tant qu'aménageur, vous avez un rôle, et vous le savez, extrêmement important. Les aménageurs sont très attentifs aux avis de l'autorité environnementale, et donc dans le dialogue que vous pouvez avoir avec les aménageurs, vous pouvez jouer un rôle très important dans la diffusion nationale qui est souhaitée par l'État et l'ADEME de cette méthode pour décarboner les projets et pour demain alimenter l'observatoire et nous rendre tous, on va dire, plus compétents sur cette question de comment décarboner les projets d'aménagement, qui est une part importante de l'empreinte carbone de la France. Voilà, merci encore. S'il y a besoin, je répondrai à quelques questions à la fin, mais je laisse tout de suite la parole
à Morgane et à Anne Lefranc de l'ADEME. Merci beaucoup, Michel. Je vais partager mon écran. Tac, 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 et j'ai oublié de cliquer. Voilà, hop. N'hésitez pas à me dire si vous ne voyez pas mon écran. Puis en parallèle, je vous remets quand même vous voir. Donc oui, on va parler finalement évaluation carbone, comment en fait on peut réussir à accompagner le développement d'une stratégie carbone, donc avec la méthode Cartier Énergie Carbone et avec Urban Print. Donc on verra, hein, on utilise souvent les deux terminologies, Anne donc de l'ADEME et moi-même. La méthode Cartier Énergie Carbone, c'est vraiment donc la méthode de calcul qui permet de préciser en fait la manière dont on réalise ces calculs d'impact environnemental au sein, pour une opération d'aménagement. Donc c'est une méthode publique qui est disponible donc sur la librairie ADEME. Et Urban Print, finalement, c'est le logiciel, donc c'est le logiciel informatique qui permet de faire un calcul selon la méthode Cartier Énergie Carbone. Donc on passe souvent d'une terminologie à l'autre, mais c'est pour bien préciser en fait les deux éléments. J'ai prévu quelques slides sur Efficacity parce que autant je pense qu'il n'y a même plus besoin de présenter l'ADEME, autant Efficacity, je ne suis pas certaine que tout le monde soit encore totalement au fait de qu'est-ce que c'est que cet organisme. Efficacity, donc on a un institut de R&D qui a été créé il y a une dizaine d'années à l'initiative de l'État pour vraiment finalement allier la force de la recherche privée et de la recherche publique pour aller vers le développement de logiciels, de méthodes, d'outils opérationnels pour les acteurs de la ville. Donc il y a plusieurs instituts de transition énergétique qui ont été créés à cette époque, chacun avec ses spécificités, plutôt mobilité, plutôt panneaux photovoltaïques, plutôt énergie marine. Nous, on est vraiment l'ITE, comme on dit, qui est dédié à la ville durable. Et donc, on a à la fois des membres privés, des membres publics. Donc, parmi les organismes publics, on a le CSTB, le CEREMA, l'École des Ponts ParisTech, l'Université Gustave Eiffel, Mines ParisTech. Un certain nombre je pense que quasiment 4 sur 5 ont participé ou participent typiquement directement au développement du logiciel Urban Print. Et puis, on a un certain nombre d'industriels aussi et d'ingénieristes qui nous ont accompagnés dans le développement de différents outils au sein d'Efficacity. On va beaucoup parler d'Urban Print et de la méthode Cartier Énergie Carbone, mais ce qu'il faut savoir, c'est que à Efficacity, on a finalement différents axes de R&D. Donc l'échelle Cartier, c'est un peu notre échelle de prédilection qui est la première échelle à laquelle on a vraiment travaillé. Donc, qui a permis le développement d'Urban Print, mais également d'Energy Mapper et de PowerDisk qui vont être plus centrés sur tout ce qui est énergie renouvelable et de récupération ou optimisation de la stratégie énergétique d'un quartier. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de travaux pour accompagner aussi finalement la planification bas carbone des villes. Et puis également des travaux qu'on a depuis longtemps sur tout ce qui est expérimentation et évaluation des innovations. L'enjeu étant de voir finalement est-ce que les investissements ou les expérimentations qu'on réalise peuvent être, changées d'échelle. Est-ce qu'il y a de la réplicabilité qu'on peut aller trouver? Donc voilà, il y a tout un certain nombre de méthodes qui ont été développées en interne pour pouvoir accompagner ce type de réflexion. Mais on va parler donc d'Urban Print et de la méthode Cartier Énergie Carbone. Et je vais laisser la parole à Anne Lefranc, qui va préciser quand même finalement pourquoi pas que Efficacity et comment l'ADEME finalement est impliquée dans ce projet. Merci Morgane. Donc moi, je me présente, hein, je m'appelle Anne Lefranc, je suis coordinatrice au pôle aménagement des villes et des territoires. C'est un service qui est rattaché à la direction DAT, donc aménagement et adaptation et trajectoire bas carbone, qui conjugue en fait l'échelle spatiale et l'échelle temporelle sur les trajectoires bas carbone. Voilà. Ceci dit, effectivement, cette démarche, nous, on l'appelle la démarche Cartier Énergie Carbone, elle est large et puis elle s'inscrit dans les actions de l'ADEME depuis un certain nombre d'années.
parce qu'on travaille sur cette thématique-là depuis de nombreuses années. On va dire que l'échelle du quartier, celui de l'aménagement opérationnel, c'est vraiment celui qui embrasse en fait plusieurs thématiques et expertises de l'ADEME, que ce soit sur l'urbanisme durable, le bâtiment ou en fait les énergies renouvelables. On croise ces thématiques à cette échelle-là. Donc, c'est une thématique que l'on porte depuis oui, plus de 6 ans même. Je dirais que on a travaillé et l'ADEME participe voilà, à cette montée en puissance de la thématique et elle travaille en partenariat avec de nombreux acteurs de l'aménagement et de l'urbanisme, clairement. Et ça nous permet aujourd'hui voilà, d'accompagner le déploiement de la méthode quartier énergie carbone. Alors, on a travaillé en premier lieu sur la première brique, qui est celle du milieu, là, sur la méthode. Effectivement, c'était un appel à projet de recherche lancé par l'ADEME et on a donc voilà, retenu ce projet qui a été piloté par le CSTB Efficacity et qui a permis d'aboutir aujourd'hui à une méthode qui est la méthode de référence qui permet aujourd'hui d'évaluer les impacts environnementaux à l'échelle du quartier. Alors cette méthode, on l'a testée. L'idée, c'était de voir un petit peu aussi ce que ça donnait sur le terrain. Et on l'a testée dans la partie à droite, là, sur la partie expérimentation. L'idée, c'était de pouvoir tester la faisabilité. Et du coup, on a mené une expérimentation sur 22 quartiers dans lesquels on a accompagné les porteurs de sites à prendre en compte les enjeux énergie et carbone, mais de manière assez large, de manière totalement large et sur plusieurs sujets. Et ça nous a permis en fait à la fois de modéliser les quartiers grâce à UrbanPrint, grâce à l'outil, et puis aussi on les a accompagnés au travers d'une assistance à maîtrise d'ouvrage composée d'entreprises qui ont pu s'approprier aussi cette méthode et tester sur ces projets urbains. Donc les projets sont hyper variés dans cette expérimentation. On a du neuf, on a de la rénovation, on a vraiment des quartiers, par exemple, en rue. On a vraiment voulu être sur différentes composantes qui nous permettaient d'avoir aussi des problématiques très diverses. Alors, ça a fait aussi, la suite, ça s'est poursuivi. On a le partenariat avec Efficacity s'est poursuivi aussi avec le ministère, puisqu'on a lancé aussi un AMI au sein du label Écoquartier. Alors, le label Écoquartier aussi a évolué et a permis aussi de mieux prendre en compte ces aspects grâce à la méthode quartier aujourd'hui et énergie carbone. On a pu notamment intégrer le recours à l'outil UrbanPrint dans les éco-projets notamment, qui puissent aussi tester l'outil directement pour pouvoir avoir une évaluation très en amont en fait de leur projet d'aménagement. Et donc nous, côté ADEME, on finance une partie de ces bilans carbone avec Efficacity dans le cadre du label. Alors l'idée de tout ça, c'est pas de, enfin voilà, on est dans le stade d'après. Maintenant, on est vraiment sur une méthode qui a été testée, qui est robuste, qui est fiable. Et l'idée de tout ça, c'est maintenant de déployer plus largement. Donc, on s'appuie effectivement sur notre réseau de partenariats, à la fois avec le ministère, mais aussi avec des réseaux, avec des partenaires que l'on peut avoir par ailleurs, avec l'Alliance HQE-GBC, avec des réseaux d'aménageurs, par exemple. Alors, l'idée, c'est pas de produire un énième label. C'est bien de s'inscrire dans les labels qui existent déjà, ce qu'on fait déjà avec Écoquartier, mais c'est ce qui se fait aussi avec BBCA Quartier, qui, par exemple, porte la méthode aussi. Enfin, voilà, on s'inscrit vraiment dans ce qui existe et on ne veut pas créer quelque chose à côté, quoi. Voilà, donc c'était vraiment l'idée aussi. Alors, si tu passes à la slide d'après, alors l'idée, c'est de vous présenter un petit peu la méthode. Sur la méthode quartier énergie carbone, qui est un peu le cœur de notre discussion d'aujourd'hui, et qui nous permet aujourd'hui d'avoir aussi un outil derrière qui permet d'implémenter cette méthode. Alors,
Je ne sais pas, j'entends des voix, il y a peut-être des questions. Non, non. Je pense que ça passait dans mon couloir, donc j'ai coupé mon Ah, micro. d'accord, ok. Donc voilà, donc l'idée c'était de partir aussi des enjeux et des objectifs nationaux que la France s'est donné notamment pour répondre aux accords de Paris. Quand on regarde aujourd'hui le bilan carbone d'un Français moyen qui est de l'ordre d'à peu près de 10 tonnes par an, l'idée c'est d'accompagner ces Français à aller sur une trajectoire bas carbone jusqu'à atteindre les 2 tonnes en 2050. Alors, comment on fait ça? Parce que du coup, quand on regarde les composantes de ce bilan carbone, on voit que certains contributeurs, notamment bâtiments, déplacements quotidiens, espaces publics et déchets, sont directement liés à l'échelle du quartier et donc à la main de l'aménageur. C'est-à-dire que l'aménageur a la main sur à peu près 50% de l'empreinte carbone d'un habitant moyen. Là où il mange, là où il vit, là où il se déplace, en fait, l'habitant, enfin voilà, a un impact directement lié au quartier dans lequel il vit. Donc l'enjeu numéro 1, c'était de bien quantifier, on va dire, les impacts et l'importance de faire ces bons choix, et notamment vis-à-vis de l'aménageur. Donc voilà. Et le deuxième enjeu, dans un deuxième temps, c'est de pouvoir élargir cette réflexion et de voir comment se compose son bilan carbone. Donc on voit qu'aussi on a des impacts aussi liés à l'alimentation, aux déplacements beaucoup plus loin, qui ne sont pas liés directement et à la main de l'aménageur. Mais l'idée, c'est d'avoir aussi cette réflexion plus globale qui permette de bien inscrire l'habitant dans une trajectoire bas carbone et de bien comprendre les enjeux qui sont liés à toutes ces composantes du bilan carbone. Alors, si tu passes peut-être à la slide d'après. Bon, voilà, sur la méthode en elle-même, on a une méthode aujourd'hui qui est complète, transparente et éprouvée dans le sens où déjà on est bien sur le périmètre du quartier, ce qui n'était pas le cas avant, comme Michel l'a rappelé en introduction. On est capable aujourd'hui, grâce à cette méthode, d'évaluer l'impact environnemental des bâtiments, des espaces extérieurs, des systèmes et des réseaux, de la mobilité quotidienne à cette échelle-là. Et on mesure les contributeurs que sont l'énergie, donc tous les usages énergétiques à cette échelle-là, les produits de construction et d'équipement, l'eau, les déchets, les chantiers et l'usage des sols, et la mobilité. Voilà, quand on voit un petit peu comment ça se compose, on voit qu'il y a des contributeurs qui ont un fort impact, notamment sur la partie bilan émissions de gaz à effet de serre. On voit qu'il y a par exemple les principaux contributeurs, c'est les usages énergétiques, les produits de construction et la mobilité. Voilà, donc ça c'est les 3 postes les plus émetteurs. Et on est capable derrière de voir précisément, même si on zoome sur la partie, par exemple, usage énergétique, comment se compose et quels sont les impacts liés, par exemple, au chauffage, à la clim, enfin tout ce qui compense les usages énergétiques. Et donc, voilà, on est capable d'aller assez finement derrière chaque contributeur pour voir comment ça impacte notamment les choix qui sont faits à cette échelle-là, les choix notamment sur les usages énergétiques, mais on est capable de le déployer sur tous les contributeurs. Alors, c'est une méthode qui est adaptée aux projets neufs comme en rénovation. Voilà, donc on est vraiment sur une méthode compatible avec l'ARE 2020 ou le label Le Plus C'est Moi et le label Le Plus C'est Moi. On est sur une méthode qui utilise l'analyse de cycle de vie. Je ne sais pas si je ne l'ai pas trop dit ça, mais c'était vraiment très important en fait qu'on soit sur cette base-là. Et cette méthode, elle est publique, hein, elle est publiée, chacun peut aller la voir. Vous pouvez la consulter dans le cadre, elle est publiée dans notre librairie. Et c'est une méthode de référence qui permet vraiment d'être assez complet pour éviter de bien prendre en compte toutes les hypothèses et
et pour éviter bien sûr tout débat, on est sur un cadre bien défini. Alors, comme je le disais aussi, on s'inscrit dans des travaux qui datent depuis un certain nombre d'années, donc c'est pas nouveau cette question-là. On travaille depuis très longtemps sur cette question d'ACV quartier. On est très heureux aujourd'hui qu'on puisse aboutir justement sur une méthode opérationnelle, qu'on puisse la proposer et qu'on a aujourd'hui quelque chose qui est vraiment, enfin voilà, opérationnel. Alors du coup, j'en ai un peu parlé, donc je vais pas me répéter, mais on en était vraiment sur un temps d'étape, voilà, où on en est aujourd'hui. On a testé la méthode. Aujourd'hui, on sait qu'elle est fiable, elle est robuste, même si aujourd'hui, bien sûr, ça s'inscrit pas dans le marbre et il y aura certainement la faire évoluer sur certains points, mais voilà, aujourd'hui, on est en capacité de pouvoir proposer un outil qui puisse bien mesurer tous ces impacts-là. Et donc, du coup, ça s'inscrit aussi dans un certain nombre de travaux qui sont menés aussi par Efficacity et de partenariats qui permettent aujourd'hui de déployer plus largement ce qui a été produit. Ça s'inscrit dans la feuille de route de décarbonation, et ça, on l'a dit en introduction par Michel l'a rappelé. C'est très important aujourd'hui qu'on puisse se dire l'État s'est saisi du sujet, a bien inscrit des objectifs de décarbonation du secteur de l'aménagement. Jusqu'à présent, on n'avait pas ce secteur qui était dans les lignes de mire, dans les grands secteurs émetteurs, et ça, c'est aussi une avancée. Et effectivement, pour pouvoir proposer une décarbonation de la filière, il faut être en capacité déjà d'évaluer et pour pouvoir actionner, bien sûr, tous les leviers qui sont à la main de cette filière-là pour décarboner. Voilà, je ne vais pas aller trop. Enfin voilà, le dernier en date et le dernier projet aussi a été poussé par l'ADEME, dans le sens où il nous paraissait indispensable aussi qu'on puisse avoir un lieu où on rassemble aussi toutes les données qui commencent à être accumulées, notamment dans le cadre des opérations que l'on accompagne dans ce cadre-là. Aujourd'hui, on a une centaine d'opérations qui ont utilisé la méthode via le Urban Print. Et c'était important qu'on puisse commencer à capitaliser toutes ces données, notamment ACV, dans ce qu'on a appelé donc le projet d'observatoire qui va être lancé là. Mais on a beaucoup, ce projet, il est lauréat d'un appel à commun résilience des territoires de l'ADEME. On le lance là cette semaine. Hein. Ça a été rappelé par Michel, mais l'idée, c'était qu'on puisse travailler aussi un petit peu sur les questions aussi d'open data et puis aussi de diffusion d'informations vis-à-vis de la filière pour pouvoir être en mesure de bien diffuser les résultats, les indicateurs de performance de manière aussi un peu pédagogique pour qu'on puisse être en mesure de voir les progrès qui ont été faits par ces opérations et puis avoir un endroit où on puisse avoir accès à toutes ces données. Donc voilà, ça c'est le dernier en date, c'est l'observatoire, et voilà, donc on aura des résultats certainement dans un an. Oui, parce que c'est des travaux qui durent à peu près un an. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade-là ou si je veux que Morgane, tu déroules et puis on aura un temps d'échange après, je pense. Je pense que je déroule et puis n'hésitez pas si Michel écoute un peu s'il y a des questions dans le chat, ça se trouve il y aura des réponses qui pourront se faire en live, mais je déroule et puis comme ça il y aura le temps d'échange et vous aurez eu toute la vision d'ensemble. Donc merci Anne. Donc je vais rentrer un peu dans le détail sur comment finalement on applique sur une opération d'aménagement cet outil Urban Print. Et oui, je rappelle quand en fait, il y a eu, c'est vrai, tout un temps de développement et d'expérimentation autour de cette méthode et de ce logiciel Urban Print, et qu'aujourd'hui, il y a vraiment un enjeu de pouvoir transmettre la possibilité finalement d'accompagner l'ensemble de la filière de l'aménagement autour de cette évaluation carbone. Alors, on a un outil. Est-ce que ça veut bien passer? Oui. On a un outil vraiment où pour nous, l'enjeu, c'était vraiment de pouvoir accompagner la phase de conception. On peut encore travailler
finalement sur des projets qui sont déjà réalisés. Mais pour nous, l'enjeu, c'était vraiment de pouvoir toucher cette phase de conception qui est finalement l'étape durant laquelle on fait un certain nombre de choix qui vont avoir un impact sur les performances énergie carbone de notre opération. Donc, il y a vraiment eu un gros focus et la façon de développer la méthode et le logiciel, c'était vraiment pour répondre à ce besoin d'information et d'évaluation dans les phases amont de conception. Donc, on n'est pas encore sur un outil finalement de suivi de performance. On est beaucoup plus sur, on veut donner de l'information quantifiée dans ces phases de conception. Et donc, l'objectif, c'était vraiment de permettre aux différents acteurs de l'aménagement de s'engager dans une stratégie carbone de leur projet avec des ambitions et des objectifs qui soient partagés par l'ensemble des parties prenantes, donc pas uniquement l'aménageur, mais aussi finalement les promoteurs, la collectivité territoriale, finalement l'ensemble de l'écosystème qu'il peut y avoir autour d'un aménagement. Donc, donc je le disais, l'objectif, c'est vraiment d'amener dans ces phases amont de conception la possibilité de réaliser un bilan énergétique et carbone de son opération. Et donc, on le sait, ça, c'est pour ça qu'on a mis un petit peu le temps à le développer. C'est-à-dire que ce sont des étapes où il y a peu d'informations, mais il fallait que l'on puisse travailler justement dans ces étapes où on ne va pas vous demander l'épaisseur d'isolant, mais on va vous demander plutôt les grands principes d'aménagement de votre opération. Et c'est nous qui, avec un certain nombre de bases de connaissances, allons enrichir cette information que vous ne pouvez pas nous donner, que l'opération d'aménagement, l'aménageur ne peuvent pas nous donner. On voulait pouvoir sortir un certain nombre d'indicateurs et de calculs clairs et précis. Le côté clair et précis, il est présent aussi par la disponibilité de cette méthode, c'est-à-dire d'éviter vraiment à tout prix cet effet boîte noire et de pouvoir être finalement intelligible sur la manière dont est réalisé le calcul. Donc là, on vous donne quelques exemples d'indicateurs, mais il y en a finalement beaucoup. Souvent, c'est pour ça qu'il y a un intérêt à être accompagné par un AMO, par un bureau d'études, pour qu'il aille vraiment chercher les bons indicateurs qui répondent finalement aux questions et aux enjeux de l'opération. Donc le score carbone, le score énergie, c'est cette capacité à pouvoir se comparer à un projet de référence qui est en gros notre opération avec une stratégie de business as usual ou minimum réglementaire. Donc, on va pas aller se comparer avec un voisin qui n'aurait pas le même contexte, les mêmes enjeux. On se compare finalement à soi-même si on ne mettait en place aucune stratégie. On a on va y revenir un peu plus loin, mais on a la possibilité de voir quelle est notre capacité à certes améliorer notre projet et puis aller pousser, aller chercher un certain nombre d'autres actions. Et on voit ce qu'on a appelé pourcentage d'épuisement du gisement, c'est-à-dire notre capacité à aller plus ou moins loin en matière de diminution de l'impact carbone. On a la possibilité aussi de regarder l'impact de notre futur habitant pour voir justement comment on se positionne par rapport à cet objectif qui était rappelé par Anne du 2 tonnes d'équivalent carbone à horizon de 2050. Donc voilà, on a un certain nombre d'indicateurs qu'il faut réinterroger en fonction des différentes questions. L'enjeu pour nous, c'est vraiment que ça permette finalement de décider d'un certain nombre d'objectifs et d'actions à mettre en place par enjeu, donc le bâtiment certes, mais aussi les espaces extérieurs, la gestion de l'eau des déchets, la mobilité. Donc on puisse vraiment, sur l'ensemble des contributeurs, mettre en place un certain nombre d'objectifs et d'enjeux. Ça, c'est des exemples d'illustration. La première, celle qui était déjà présente, donc c'est ce côté impact des différents contributeurs. Le schéma de droite, c'est ce schéma d'aide à la décision, c'est-à-dire on a notre projet qui est en bleu. Il y a eu un certain nombre d'actions que l'on a fait en matière d'énergie, de matériaux de construction, qui ont permis d'améliorer son impact carbone. Mais par contre, on peut encore mobiliser des actions sur les matériaux de construction, la gestion des déchets, de l'énergie, le terrassement, pour aller chercher, on va dire, quelques actions supplémentaires pour diminuer l'impact carbone de notre opération. Et ça, c'est possible parce que le logiciel, en fait, va pouvoir, certes, vous allez pouvoir comparer plusieurs variantes de projet, mais il va lui-même lancer plusieurs centaines de simulations pour aller chercher justement ces leviers d'action que vous avez mis en place, certes, mais aussi ceux que vous n'avez pas encore mis en place pour identifier finalement où est-ce qu'il y a encore des marges de manœuvre. Non pas pour vous dire qu'il faut les faire, mais savoir finalement si je veux commencer à faire des études de faisabilité technique, économique,
pour aller creuser un peu plus loin cette question de l'impact carbone, est-ce que c'est un peu plus intéressant que je me pose des questions sur les matériaux de construction ou plutôt sur le terrassement? Donc, ça va permettre aussi de prioriser finalement les études complémentaires qui peuvent être réalisées. Et finalement, l'enjeu pour nous, c'est vraiment d'enclencher une démarche d'évaluation carbone tout au long du projet, même si c'est une démarche potentiellement qui ne va pas être suivie uniquement avec Urban Print, puisque pour nous, l'enjeu, c'est vraiment d'être présent sur cette phase de conception, un peu réalisation, qui sont des étapes fortes. Et ensuite, finalement, on peut aller chercher des systèmes de labellisation. Il y avait Écoquartier qui était la démarche Écoquartier qui était évoquée, mais il y a également BBC à Quartier, donc qui a été lancé tout récemment, qui a été testé pendant 1 an, qui s'appuie vraiment sur la méthode Quartier Énergie Carbone, et donc qui est une façon de valoriser aussi les efforts en matière d'énergie et de carbone qui seraient réalisés dans un quartier. Alors, j'ai une petite démo vidéo qui dure 5-6 minutes. Vous n'hésitez pas à me faire signe si vous n'entendez pas le son. Normalement, j'ai partagé le son. Ça vous permettra vraiment concrètement de voir comment on saisit une opération d'aménagement dans l'interface, quel type de résultat on peut avoir. On vous a brossé un petit peu le contexte. Et après, derrière, je reprendrai la parole, notamment pour vous montrer comment on peut répondre à certaines questions qui peuvent être assez spécifiques à une étude d'impact environnemental, sur le côté comparaison au scénario sans projet, comparaison de variantes, etc. C'est parti. Comment se déroule concrètement une étude Urban Print? On commence par créer un projet qui pourra contenir toutes les études liées à notre opération. On renseigne ensuite un premier programme, appelé plan masse dans l'outil. C'est à ce niveau qu'on dessine sur la carte le périmètre d'étude et les emprises au sol des bâtiments. On peut importer des fonds de carte pour faciliter le dessin. Pour les édifices multi-usages ou aux formes complexes, il est possible de créer plusieurs zones au sein d'un bâtiment pour par exemple les empiler en jouant sur l'altitude de chaque zone. On renseigne ensuite des données générales de programme, les usages, des informations géométriques comme la hauteur, la surface habitable voire le nombre de logements dans le cas de bâtiments résidentiels. On va également pouvoir décrire les espaces extérieurs, c'est-à-dire tout ce qui est inclus dans notre périmètre qui n'est pas déjà occupé par les bâtiments. Comme il peut être fastidieux de décrire jusqu'au moindre mètre carré ce qu'il y a entre nos bâtiments, on peut renseigner uniquement les espaces extérieurs que l'on souhaite, certaines routes ou parcs par exemple, et la surface restante non décrite sera automatiquement qualifiée par ce qu'on appelle l'espace résiduel. Une fois la description du programme terminée, on peut passer à la création de différentes stratégies de mise en œuvre de ce programme. Comme le programme et les stratégies évoluent tout au long de la conception du projet, ces deux aspects sont bien différenciés dans l'interface. Il est possible de mettre à jour le programme à n'importe quel instant, en ajoutant, déplaçant ou transformant un bâtiment par exemple, et ces modifications seront prises en compte dans toutes les stratégies reliées à ce programme. C'est au niveau des stratégies qu'on accède au levier permettant d'atténuer son impact environnemental pour un programme donné. Les données sont organisées selon les thématiques suivantes: systèmes énergétiques, produits de construction, gestion de l'eau, gestion des déchets, mobilité et chantier. Les leviers proposés par Urban Print sont nombreux. La liste des leviers ne cesse de se compléter au fur et à mesure de l'avancée des modèles d'analyse de cycle de vie, mais aussi des retours d'expérience des projets qui l'appliquent sur le terrain et veulent pouvoir y évaluer toutes les innovations. Au niveau des bâtiments, on pourra par exemple jouer sur les matériaux de construction, choisir les systèmes principaux et secondaires pour chaque usage du bâtiment, modéliser des solutions mutualisées comme les réseaux de chaleur, neufs ou existants, ou encore faire de la production solaire photovoltaïque ou thermique à l'échelle du bâtiment ou du quartier. À l'échelle quartier, on pourra renseigner les réseaux, les stratégies de collecte des déchets ou de gestion des terres de terrassement par exemple. Et au niveau des espaces extérieurs seront évalués entre autres l'impact du changement d'affectation des sols, la gestion de l'éclairage public, les produits de construction et leur acheminement. Une fois la stratégie complétée, il est possible de lancer le calcul en indiquant les indicateurs souhaités, projet seul, comparaison avec la référence, empreinte habitant ou l'ensemble des indicateurs. Les calculs réalisés par Urban Print sont riches et complexes: simulation énergétique dynamique au pas de temps horaire des bâtiments prenant en compte la conception bioclimatique de l'ensemble du quartier, calcul de la mobilité des occupants par motif et mode à l'échelle de l'IRIS, ou encore estimation automatique des matériaux utilisés dans les bâtiments à partir des choix constructifs et de leur forme. Ce ne sont que des exemples des nombreux modèles et bases de données servant au calcul des impacts des différents contributeurs et leviers. La page résultat permet de visualiser les performances environnementales du projet sur le temps d'étude, à savoir 50 ans, ramené à l'échelle d'une année moyenne pour une interprétation plus aisée. Les résultats sont présentés à différentes échelles, à l'échelle du quartier en premier lieu.
C'est à cette échelle qu'on peut se comparer au quartier de référence et voir par exemple si le projet fait mieux en émissions carbone et en consommation d'énergie primaire non renouvelable ou encore consulter l'empreinte carbone moyenne des habitants du quartier. On peut également regarder les résultats thématiques par thématique ou entre familles d'équipements. Il est possible de changer l'indicateur d'impact servant à l'évaluation, par défaut placé sur le carbone, ou de zoomer sur chaque thématique pour comprendre d'où viennent les impacts environnementaux en consultant des sorties intermédiaires comme les différents quantitatifs calculés, par modal de la mobilité, besoin des bâtiments, autoconsommation collective, etc. À noter qu'il est possible de consulter les résultats à l'échelle de chaque bâtiment ou de chaque espace extérieur du quartier individuellement. Des sorties d'aide à la décision sont également disponibles comme le calcul de potentiel qui permet de mettre en évidence les efforts jusque-là accomplis en pointant les leviers qui ont le plus impacté la performance actuelle. Mais le plus intéressant est de voir quels leviers explorer en priorité pour tendre vers une stratégie dite optimale. Le module d'aide à la décision permet ainsi d'accompagner l'utilisateur à chaque étape de la conception de son projet pour mobiliser les bons leviers au bon moment. Cette vidéo n'est qu'un aperçu des possibilités offertes par UrbanPrint pour répondre aux besoins opérationnels d'évaluation environnementale et d'accompagnement des acteurs de l'aménagement dans la transition carbone de leur projet. Pour plus d'informations ou obtenir un accès à UrbanPrint, contactez Efficacity ou le CSTB. Vous avez déjà Efficacity avec vous. En plus, on a l'ADEME également. Donc elle est assez speed. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de temps de pause dans les paroles, mais on transmettra aussi le support de présentation et il y a le lien vers la vidéo si vous souhaitez la revisionner. Mais c'est vrai qu'elle permet vraiment de bien voir tout ce qu'on peut faire finalement avec UrbanPrint. Donc aujourd'hui, si on prend le déroulé classique d'une application UrbanPrint, souvent on dit qu'on est sur un accompagnement qui va être sur environ 4 mois. Ce n'est pas forcément lié en tant que tel à l'application, à l'utilisation de l'outil, que plutôt une application, finalement, ça nécessite des échanges avec les parties prenantes d'une opération d'aménagement pour se mettre d'accord finalement sur quel est l'état, enfin, quel est le projet de base que l'on souhaite définir, quelles sont les variantes qu'on souhaite aller chercher, quel type de résultats on souhaite explorer en priorité. Donc finalement, tous ces temps d'échange, c'est ce qui va prendre un petit peu de temps. Mais donc, la plupart du temps, donc on va définir avec l'aménageur le scénario d'aménagement qu'il souhaite vraiment regarder, c'est le scénario finalement principal. On va le modéliser, on va identifier avec eux les stratégies énergétiques et carbone qu'ils souhaitent pousser pour pouvoir finalement les comparer entre elles. Et puis, on va faire les différentes typologies de simulation qui existent, comme celle justement d'aller chercher les leviers d'action qui seraient encore possible de mettre en œuvre pour améliorer la performance carbone. Donc ça, c'est un peu le déroulé classique d'une opération. Et les questions, les interrogations peuvent être assez différentes que dans le cadre d'une étude d'impact, puisque souvent la notion d'état initial n'est pas forcément très présente dans les accompagnements que l'on peut faire de façon classique. Oula, il y a des apparitions dans tous les sens. Donc, ce qu'il faut reprendre, c'est que dans le cadre d'une étude d'impact, j'ai repris un petit peu le guide méthodologique qui montrait qu'il y avait un petit peu cette étape qui correspondait à ce côté définition de l'aire d'étude, définition de notre projet, les scénarios avec, sans projet, les variantes qu'on souhaite aller chercher, les impacts par poste d'émission, quels sont les leviers, les mesures finalement qui peuvent permettre de limiter les effets de l'opération. Donc, on a déjà vu quand même qu'il y a un certain nombre de ces questionnements qui permettent d'être abordés avec une application d'UrbanPrint. Ce qui est intéressant et ce qu'il faut bien avoir en tête, alors c'est un peu une redite peut-être par rapport à ce qui a été présenté, mais c'est pour bien comprendre en fait les différents sujets suivants. Donc, on a notre projet à évaluer qui est défini toujours par l'utilisateur avec l'activation de premiers leviers. C'est-à-dire que souvent, il a déjà une idée de la stratégie énergie-carbone qu'il souhaite mettre en place. Il y a ce projet de référence. Alors, ce qu'on appelle projet de référence, c'est ce que je disais, c'est notre projet, mais donc même localisation, même plan masse, mais sur lequel on va venir appliquer une stratégie business as usual ou qui respecte le minimum réglementaire. Donc, le projet de référence, c'est vraiment différent de l'état initial. C'est vraiment notre projet avec une stratégie business as usual. On a ce scénario optimal donc, qui est calculé par l'outil et qui serait ce scénario si on met en place l'ensemble des leviers et des actions qui ont été identifiés par le logiciel.
Et puis, on a toutes nos variantes de projets qui peuvent être définies par l'utilisateur. Donc, toujours quand même avec cette logique de même localisation, même programme et même forme urbaine que le projet, mais sur lequel on va venir tester différentes stratégies. Et donc, dans le cadre d'une étude d'impact, alors je suis désolée, là, il y a des apparitions un peu dans tous les sens. Il se pose souvent la question de projet versus état initial. Donc ça, c'est quelque chose auquel on peut venir répondre sur la base des graphes typiquement qui ont déjà été un peu présentés. On peut très bien avoir la description de 2 projets au sein de l'interface Urban Print. Un projet qui correspond vraiment au projet que l'on souhaite réaliser et un qui corresponde à l'état initial finalement avant qu'il se passe quelque chose sur le secteur qui est regardé. Et donc, on peut venir regarder en absolu quel impact ça va avoir au niveau des différents contributeurs. On peut aller faire ses focus justement sur certains éléments. Donc, il y a vraiment cette possibilité de comparer en avant-après, avec des types de graphes qu'on retrouve un peu sur la droite, même sur le projet versus situation de référence. On peut typiquement avoir ce même type de représentation. Après, on va le voir avec cet élément, c'est que notre projet versus des variantes aux différents scénarios, on peut aller chercher aussi un certain nombre d'indicateurs pour aller identifier les postes d'émissions gaz à effet de serre qui sont significatifs ou d'aller identifier des mesures d'évitement qui sont comment dire, anticipées. Pourquoi j'ai mis différents indicateurs là, c'est que la question qui va se poser dans le cadre d'une étude d'impact, c'est toujours se poser la question du bon indicateur, et notamment en fait pour pas comparer entre guillemets des choux et des carottes. C'est-à-dire que c'est certain qu'en valeur absolue, une opération d'aménagement qui serait en extension urbaine va forcément avoir un impact carbone beaucoup plus important par rapport à l'état initial, puisqu'on est en extension urbaine. Mais par contre, voilà, s'il y a un enjeu de venir amener finalement une opération d'aménagement dans un secteur qui va être densifié en termes d'aménagement, d'urbanisation, on ne peut plus avoir une réflexion qu'en absolu. Donc, c'est là qu'on va aller chercher d'autres indicateurs. Ça peut être l'empreinte d'un futur habitant du quartier, parce que là, on va venir ramener à l'habitant. On ne va plus être uniquement avec ce côté valeur absolue qui peut finalement, un projet très dense qui comporterait beaucoup d'habitants, bah forcément, en valeur absolue, ce serait très important. Alors que si on relativise, entre guillemets, par habitant, on va avoir peut-être quelque chose de beaucoup plus mesuré et de beaucoup plus adapté comme indicateur. On peut aller chercher justement aussi tous les indicateurs qui ont été réfléchis dans le cadre du label BBCA Quartier, qui ramènent aussi à ce qu'on appelle l'usager équivalent. Donc, ils peuvent permettre de comparer en quelque sorte des stratégies d'aménagement et des programmes qui seraient légèrement différents, puisque forcément, si des programmes sont différents en valeur absolue, ça va se retrouver, on va avoir des impacts différents, mais ils ne viennent pas amener le même service, ce n'est pas le même programme. Donc, il faut essayer de trouver aussi d'autres indicateurs qui permettent de répondre à cet enjeu d'impact. Donc, on peut travailler sur des indicateurs par usager équivalent. Donc, en fait, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on peut répondre à plein de questions à travers les résultats d'Urban Print. Par contre, il faut forcément travailler l'indicateur qu'on va aller chercher et utiliser pour répondre correctement à notre question. Parce que si on travaille uniquement sur les valeurs absolues d'émissions carbone, bah forcément, c'est à celui qui construit moins, ou celui qui accueille le moins d'activités, qui va être positif. Et puis l'identification, et c'est ça, c'est vraiment une des forces de la méthode et du logiciel, c'est vraiment cette identification de l'impact carbone des différents choix et l'identification finalement en quelque sorte de mesure d'évitement. C'est-à-dire qu'il y a la stratégie de l'opération qui est évaluée. On la compare à la référence, on voit comment il a pu améliorer son opération. Donc,
Souvent, on le présente de façon moins détaillée, mais ce qu'on voit, c'est qu'on peut vraiment faire des focus pour aller comprendre ce qui se cache derrière chacun de ces leviers. Et typiquement, sur ce projet-là, pour venir se rapprocher, entre guillemets, de cette meilleure stratégie, on voit qu'il y avait des actions sur les espaces extérieurs qui correspondaient plus précisément à la végétalisation, à la création de zones humides dans les espaces extérieurs. On voit qu'il y avait des actions sur la réduction du nombre de places de parking souterrains. Donc, en travaillant aussi, par exemple, sur la mutualisation de ces parkings, qu'il y avait un travail qui pouvait être fait sur le chantier, etc., etc. Donc, on peut vraiment venir préciser ce que l'outil, entre guillemets, a identifié comme une mesure d'évitement, et notamment pour s'interroger sur cette faisabilité opérationnelle. Alors ça a déjà été dit, donc assez rapidement. Aujourd'hui, centaines de projets qui ont pu être accompagnés et qu'on a un peu en visibilité qui vont permettre d'alimenter cet observatoire qui va être mis en place. L'objectif étant vraiment de pouvoir accompagner cette montée en compétences des acteurs de l'aménagement. Et on le voit, on n'évalue pas uniquement pour entre guillemets, avoir notre note carbone, l'évaluation. On voit vraiment que derrière, les retours des acteurs nous disent que ça les aide à prendre un certain nombre de décisions. Ça les aide à monter en compétence sur cette question du carbone. Ça les aide dans les échanges qu'ils peuvent avoir en interne, mais aussi vis-à-vis de leurs partenaires et de leurs parties prenantes. L'aménageur avec la collectivité, mais finalement aussi avec les différents représentants de l'État. Et ça les aide aussi à anticiper potentiellement des futures réglementations, à rester précurseurs sur ces questions d'évaluation carbone. Il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui se mettent en place. On vous présente presque comme une méthode un peu qui serait figée, un outil qui serait figé. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une méthode, un logiciel qui sont en amélioration continue. Et ça, grâce finalement aussi à l'ensemble des accompagnements qu'on a pu faire. Donc les éco-projets dans le cadre des marchés écoquartiers, mais aussi avec les différents partenariats qu'on a avec la Fédération des EPL, l'USH, l'UNAM, et un certain nombre d'acteurs qu'on appelle acteurs ambassadeurs qui s'engagent vraiment pour systématiser leur évaluation carbone. Et c'est vrai que tous ces éléments-là nous permettent finalement d'identifier aussi les manques, parce qu'il y en a toujours un petit peu dans cette méthode, dans ce logiciel, pour qu'on soit en permanence en amélioration continue, et puis aussi parce qu'il y a des leviers de l'innovation sur ces actions en matière carbone. Et donc, il y a tout ce volet finalement montée en compétences, formation de la filière de l'aménagement comporte aussi énormément pour finalement que ce soit pas... Alors maintenant, c'est un petit peu moins le cas, mais il y a encore 3 ans, on avait le droit, non mais c'est pas possible de faire de l'évaluation carbone à l'échelle quartier. Bah, aujourd'hui, c'est quelque chose que j'entends beaucoup moins, donc c'est plutôt rassurant. On sait aujourd'hui qu'on peut faire de l'évaluation carbone à l'échelle quartier et qu'en plus, on peut le faire en phase de conception. Observatoire quartier énergie carbone, on en a déjà parlé, mais donc l'enjeu, il y a cet enjeu de capitalisation, mais il y a aussi un enjeu de pouvoir finalement valoriser les actions qui sont entreprises par les différents acteurs pour diminuer l'impact carbone. Donc c'est vraiment amener aussi de l'information pour aiguiller finalement ceux qui souhaiteraient améliorer leurs opérations d'aménagement, donc qu'elles puissent voir finalement qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui dans des opérations d'aménagement. Et puis, c'est aussi pouvoir valoriser finalement ces acteurs qui s'engagent pour avoir des réflexions carbone dans les phases amont de conception de leur opération, puisque finalement, c'est là qu'il y a le plus de marge de manœuvre. Et c'est ce qui va permettre d'aller chercher des niveaux d'impact carbone les plus faibles. Donc, c'est vraiment un enjeu de porter aussi la filière sur ce volet-là. Alors, je vous laisserai les slides, mais comme ça, vous pourrez le voir. On a énormément d'actions côté Efficacity, puis en partenariat avec souvent donc l'ADEME et le CSTB, mais avec la Fédération des EPL. Ça se finit par exemple cette semaine, c'est-à-dire que les acteurs de la Fédération des EPL qui ont des opérations d'aménagement, on peut les accompagner en cofinançant les applications Urban Print. On fait la même chose avec l'UNAM. On a aussi cette action avec... pour le coup, la démarche écoquartier, où là, c'est financé à 100%, puisqu'il y a un financement et d'Efficacity et de l'ADEME. On met en place, quand on peut, des partenariats un peu de R&D sur mesure.
C'est ce qui a été fait, par exemple, avec Espace Ferroviaire, qui est l'aménageur de la SNCF, et qui a permis de développer, alors je crois que c'est, non, je ne l'ai pas là, c'est ce qui a permis de développer une interface qui est vraiment dédiée aux aménageurs et aux collectivités pour en fait leur donner beaucoup plus de connaissances sur qu'est-ce qui se cache derrière ces impacts carbone de leurs opérations, qu'ils puissent être de plus en plus sachants et finalement ne plus déléguer, entre guillemets, cette évaluation carbone à leur assistant à maîtrise d'ouvrage dédié développement durable, carbone, etc. Et qui puissent eux-mêmes finalement se saisir, être en discussion, être sachant sur ces questions carbone. Donc ça, c'est une interface qui va être lancée en même temps que l'Observatoire cette semaine. Et donc ça, c'est grâce finalement à un partenariat de R&D que l'on avait mis en place, STB, SNEF, Efficacity, pour développer ce dispositif. Alors, je vais m'arrêter là. Il y a plein de choses qu'on peut présenter. Oui, donc la suite logicielle, c'était dans le sens, il n'y a pas que le carbone, il y a aussi des enjeux à venir optimiser la stratégie énergétique des opérations d'aménagement et comment ça s'inscrit finalement dans des logiques aussi au niveau du territoire. Donc, il y a d'autres outils qui sont développés à Efficacity et que l'on peut valoriser aussi dans le cadre de partenariats de R&D. Mais je pense que j'ai beaucoup parlé, donc je vais m'arrêter là. Et puis, je vais laisser la parole à la salle. Et s'il y a des questions, je sais que ça peut être très, très dense. C'est le premier souvent qui est difficile. Alors, pendant que des questions arrivent, merci beaucoup pour la présentation et je pense que vraiment d'avoir des exemples concrets qui illustrent comment l'outil fonctionne et quel type de résultats vous pouvez obtenir, c'est vraiment très utile pour nous pour ensuite être plus conscient des possibilités qu'ont les aménageurs et dans les dialogues qu'on a, effectivement, je disais tout à l'heure qu'il y avait parfois des réactions du type on ne sait pas faire. Justement, pour nous, c'est vraiment utile de pouvoir être conscient de ce qui est plus ou moins facilement réalisable. Et alors, en attendant d'autres questions, moi, juste là, vous parliez d'expérimentation. Donc, avec l'expérimentation sur 22 sites, les écoquartiers, est-ce qu'il y a quelques projets emblématiques et puis ou est-ce que éventuellement on peut accéder à la liste des projets sur lesquels vous avez déjà travaillé pour se faire un peu une idée du genre d'exemple que vous avez déjà en magasin, et puis aussi peut-être quelques aménageurs type avec lesquels vous avez pu travailler de façon un peu plus approfondie pour illustrer un peu les travaux réalisés. Et une dernière question sur le coût des études. Je voyais sur un slide donc un coût qui reste à l'aménageur de 8 à 16 000 euros après financement. Et alors moi, je n'ai pas d'ordre de grandeur en fait du coût total des études. Et du coup, c'était aussi un peu savoir ce que par rapport à un coût global pour un projet, ça peut représenter, avec l'idée que c'est quand même pas grand-chose de mon point de vue, mais s'il y a moyen d'illustrer ça un peu, je serais preneur. Alors, je vais partir de la fin. Sur le coût des études, ça va vraiment dépendre de la dimension de l'opération d'aménagement et de sa complexité. Derrière complexité, c'est parce que, par exemple, si je donne un exemple sur une opération, on avait des bâtiments limite en pyramide avec du multifonctionnel par étage. Bon, là, ça nécessite un découpage finalement des bâtiments assez fin. Donc, on est sur de l'opération complexe. Donc, il y a à la fois ce niveau de complexité, la taille, et donc en fait, en fonction des opérations, on va être entre, on va dire, 15 000 et 30 000, 15 000 et 30 000 euros. Donc, ça va vraiment dépendre de la complexité de l'étude, et c'est pour ça qu'on accompagne, on cofinance à moitié. Et la question, c'était, moi, ce que je n'ai pas comme ordre de grandeur, c'est le coût total des études. Et du coup, la partie énergie carbone, est-ce que c'est un petit morceau ou est-ce que c'est déjà quelque chose de conséquent? Quel est l'effort qui est demandé quand on dit qu'il faut regarder ce morceau-là? Ce qui, de toute façon, pour moi, n'est pas une excuse pour ne pas faire, mais juste pour qu'on ait peut-être des choses un peu plus concrètes en tête.
Alors, des études complètes qui peuvent être… Alors là, je me tourne vers Michel et son expertise d'aménageur sur les coûts d'études. Ton micro est coupé, Michel. Je te sentais prêt à parler, mais… Oui, pardon. Oui, alors pour des opérations d'une certaine taille, comme celle que l'autorité environnementale évalue, on est très vite sur un demi-million, 1 million d'études, hein, puisqu'en fait, on parle d'études qui se déroulent sur 2, 3, 4 ans, et il y a des études dans tous les domaines. Hein. Une étude, par exemple, de stratégie énergétique, hein, si on fait un zoom sur l'énergie à l'échelle d'un grand quartier, c'est tout de suite 100 000 euros. Vous voyez, c'est 50 à 100 000 euros, mais souvent 100 000 euros. Donc, vous regardez tous les domaines qui font l'objet d'études, hein, au niveau des bâtiments, de la mobilité, l'eau, les déchets, bien sûr, tous les sujets environnementaux. Hein. On est très vite sur un coût d'étude de l'ordre d'1 million, un demi-million pour les petites opérations, mais plusieurs millions pour les grosses opérations. Voilà. Et je ne parle même pas d'opérations emblématiques, parce qu'on va pouvoir citer les villages olympiques, hein, sur lesquels on a fait le bilan carbone récemment, mais on parle d'opérations vraiment classiques. Et donc, ça veut vraiment dire qu'il n'y a pas vraiment de coût. Le coût est minime. Néanmoins, comme tout changement de pratique, changer ses habitudes, c'est jamais simple. Et j'ajoute que dans le cas particulier dont on parle, il s'agit d'introduire de la transparence dans l'impact carbone du projet, ce qui voilà, n'est pas évident pour un aménageur qui peut parfois avoir une petite inquiétude. Finalement, je vais montrer que mon projet n'est pas parfait, que je peux encore l'améliorer. Donc voilà, je vais m'imposer des contraintes supplémentaires finalement. Hein. Donc du coup, pour cette raison, d'abord parce que le coût n'est pas nul, même s'il est vraiment très faible, et puis que ça nécessite un certain engagement, voire un certain courage finalement de se lancer dans cette transparence, eh bien il y a une aide de l'État, hein, qui est de l'ordre de parfois jusqu'à 50%, hein, entre 40 et 50%. Et donc ça veut dire que vraiment, on pourrait résumer en disant, il y a plus d'excuses. En tout cas, c'est facile à faire. Il y a une méthode publique soutenue par l'ADEME, par le ministère de la Transition écologique. C'est pas chronophage. C'est maintenant, vous voyez, quand on parle de 100 bilans carbone qui ont déjà été faits, hein, voilà, c'est éprouvé. Ce n'est pas coûteux au regard du montant des études. C'est simplement que, vous voyez, il y a 400, en gros, il y a 400 aménageurs en France, donc vous voyez, de toute taille. Donc, c'est une information qui n'a peut-être pas encore percolé dans toutes les régions, dans tous les départements, dans toutes les collectivités. Et donc, voilà, c'est une des raisons pour laquelle ce n'était pas encore généralisé. L'autre raison, hein, je vous l'ai indiqué, c'est que ça nécessite de prendre la décision un petit peu de changer ses habitudes et de s'exposer éventuellement à certaines critiques, hein, qui vont dire « Ah ben, je savais bien, vous étiez… vous pouviez encore faire un effort sur tel ou tel aspect, mais voilà, notre discours en termes de pédagogie est de dire n'attendez pas que ça soit obligatoire, parce que c'est le sens de l'histoire. Hein, n'attendez pas que ça soit obligatoire, montrez l'exemple. C'est ceux qui seront les derniers à faire cet effort qui sont critiqués, en fait. Voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'aménageurs qui se lancent. Hein, vous vouliez des noms, hein, donc il y a ce qu'on appelle les aménageurs ambassadeurs, ceux qui ont décidé de systématiser le bilan carbone de leur projet, et on en a de plus en plus. Hein, donc, il y a quelques gros, hein, Nexity, Eiffage, hein, Eiffage Aménagement, les filiales d'aménagement de Bouygues, hein, en particulier, donc Link City, Air Nouvelle, Espace Ferroviaire, bien sûr, c'était mentionné, et vu les fonciers de la SNCF, il y a beaucoup de projets hein, réalisés par Espace Ferroviaire dans toutes les régions. Il y a les aménageurs de Toulouse, donc c'est la première métropole hein, qui a décidé de systématiser le bilan carbone, donc les deux grands aménageurs de Toulouse que sont Europolia et Opidea. Et puis au niveau des EPA, l'État incite fortement, donc les EPA, il y a déjà Epamarne, c'est pas parce que j'y suis passé, hein, mais voilà, c'est parce que il y a, en tout cas à la tête d'Epamarne, hein, c'est l'ancien directeur de la DHUP, hein, donc peut-être qu'il y avait cette sensibilité hein, très, très forte. Hein. Epamarne a décidé de systématiser, et je crois qu'en termes de taille, c'est le plus grand aménageur de France, donc ça a un impact important, et puis en termes d'exemplarité, et puis on peut finir par citer la Solideo, même si elle n'a qu'une opération d'aménagement, elle l'a faite, hein, et elle a récemment demandé à Efficacity et au CSTB
de reconfirmer, on va dire, d'actualiser son bilan carbone qui a été fait en phase de conception, mais qui vient d'être actualisé après réalisation et qui est évidemment un bilan carbone avec des indicateurs très performants, tout en correspondant à une opération dont les solutions qui ont été mises en œuvre sont des solutions finalement courantes. C'est ça qui est très intéressant, c'est que ça montre un exemple qui est tout à fait possible de suivre par tout projet, parce qu'il n'y a pas d'actions totalement hors normes qui ont été réalisées. Alors, pour répondre aussi à la question, donc en effet, alors je pourrais transmettre la liste des opérations qu'on a pu suivre, sachant que c'est une chance, mais avec l'Observatoire, on va peut-être corriger ça, c'est que je pense que j'ai une visibilité sur les opérations qui ont été accompagnées finalement, soit dans le cadre de l'expérimentation quartier énergie carbone, soit dans le cadre de conventions que l'on a pu signer. Mais il y a certaines opérations, je pense, qui font leurs évaluations avec Urban Print et pour lesquelles on n'est même plus au courant. Donc c'est ce qui est positif parce que ça veut dire qu'il y a vraiment une prise en main de cet outil-là par des bureaux d'études et puis des aménageurs sans qu'on soit forcément mis dans la boucle. Et donc oui, on a des grosses opérations, on va dire assez emblématiques comme la ZAC Saint-Vincent-de-Paul, ici Cœur de Ville, qui ont fait leur évaluation. Et dans les plus petites, alors je sais qu'on a, j'essaye de trouver des petits noms, mais il y a la FAB, donc à Bordeaux, qu'on a fait plusieurs, Robert Piquet, ZAC Cœur de Ville, Mérignac, c'est des grosses opérations. On a une opération, l'opération Il y en a dans ressources toutes les dans le cadre de régions. DVD, mais voilà, on a vraiment différentes tailles. C'est sûr que initialement, ça a été plutôt les très grosses opérations qui avaient des moyens financiers d'études qui se sont lancés dans ces évaluations-là. Mais on a des plus petites opérations, lotissement des Prairies du Canal avec la CERS, enfin, on est vraiment sur des plus petites opérations. Donc, je vous donnerai la liste, ce sera plus simple pour identifier finalement ce qui est petit. Et il y avait une question de François Vauglin. J'ai vu qu'il lève la main depuis tout à l'heure. Oui, j'ai levé la main. Merci beaucoup pour cette présentation vraiment très intéressante. Deux questions. Est-ce que vous avez un retour sur, pour fiabiliser l'outil, c'est-à-dire là, vous faites une évaluation ex ante, est-ce que vous avez déjà confronté les résultats de vos évaluations avec des consommations réelles? Une fois que je ne sais pas si vous avez suffisamment de recul pour pouvoir le faire, mais ce serait intéressant pour crédibiliser les évaluations. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, est-ce que vous avez déjà eu des avis d'AE sur des opérations pour lesquelles vous avez fait des évaluations avec éventuellement des commentaires ou des recommandations sur le bilan carbone? Je pose cette question parce que, en fait, on a régulièrement, peut-être plus souvent au cas par cas d'ailleurs qu'en étude d'impact, mais des opérations sur lesquelles on a 25 000 labels. Alors, tout est écoquartier, tout est machin vert, truc, etc. On s'y perd un petit peu, à vrai dire. Et donc, ce serait utile de savoir s'il y a un label fiable ou qui correspond à l'utilisation de votre outil, ou je ne sais pas, mais qui nous permette déjà d'accorder un niveau de confiance aux chiffres qui sont présentés. Parce qu'en réalité, dans les études d'impact pour des projets d'aménagement, même des gros, on se retrouve parfois avec des lacunes assez surprenantes. Par exemple, je sais pas, la phase chantier qui n'est pas prise en compte, les matériaux qui ne sont pas pris en compte, des choses comme ça, quoi. Et donc, ce serait intéressant en fait, à travers notre échange là, de nous aider à y voir plus clair sur ce qui est fiable et ce qui n'est pas, quoi. Alors, sur le côté crédibilisation du calcul, alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous, l'enjeu, on est vraiment plutôt sur une approche presque réglementaire. C'est-à-dire qu'on ne va pas venir vérifier après que l'évaluation des besoins énergétiques que l'on a faite dans le cadre de l'opération, qui est une donnée d'ailleurs que l'on peut obtenir, elle correspond aux données réelles. Parce que finalement, ces données réelles, elles vont plus, elles vont dépendre certes de la façon dont aura conçu l'opération l'aménageur, mais ça va être lié aussi finalement
comment dire, à la qualité de la construction et en plus au comportement des usagers. Nous, l'enjeu, c'est de donner l'information à l'aménageur qu'il a finalement un dessin ou une orientation qui est plus ou moins vertueuse du point de vue du carbone. Après, finalement, il y a d'autres outils qui sont là pour s'assurer que, comment dire, à la fois le mode constructif et ensuite, finalement, la consommation réelle est en adéquation. Pour moi, là, c'est plus une logique à l'échelle du bâtiment. Ça va être d'autres acteurs qui vont, enfin, c'est le promoteur souvent qui va être plus, comment dire, qui va être plus challengé là-dessus. Sur les opérations qui feraient l'objet d'études d'impact qu'on aurait suivies. Alors, je n'ai pas le retour sur l'étude et sur... on a accompagné l'OPAC du Rhône qui avait une opération pour son évaluation carbone. Donc, c'était un de nos... c'était Suez Consulting qui nous avait accompagnés dans l'évaluation avec Urban Print là-dessus. Mais c'est vrai que pour le coup, j'ai pas du tout. Il faudrait que j'ai la curiosité d'aller leur poser la question de savoir s'ils ont eu un retour sur leur étude d'impact sur ce volet-là. Mais en tout cas, je sais que l'OPAC du Rhône nous avait sollicité et que ça s'inscrivait vraiment dans leurs besoins d'études d'impact, l'évaluation que l'on a réalisée. Et sinon, en termes de label, le seul label qui va vraiment correspondre à 100% à l'évaluation telle que préconisée avec la méthode Cartier Énergie Carbone, c'est BBCA Cartier. Après, c'est vrai que ça va être des niveaux d'exigence qui sont assez élevés. Je pense qu'aucun projet, par exemple, en extension urbaine, ne peut réussir à passer les seuils côté BBCA Cartier. C'est un label qui va plus favoriser les opérations qui vont être en proximité de cœur de ville, où il y a des transports en commun, etc. Donc, c'est une labellisation assez exigeante. Après, en fait, c'est plus des démarches. Ouais, voilà. Et monocritères, parce qu'on est vraiment sur l'indicateur carbone quand même dans BBCA Cartier. Et donc après, c'est des démarches qui vont peut-être être un peu moins quantifiées, mais s'appuyer sur l'utilisation d'autres outils, type la démarche écoquartier, qui vont permettre finalement d'être un peu plus, en effet, un peu moins monocritères, mais par contre, sans doute avec moins de quantification carbone telle que BBCA Cartier. Je ne saurais dire lequel est le meilleur, je pense qu'il faut un peu des deux. Oui, merci. En complément, je voudrais dire qu'au-delà des labels, parce que des labels, il peut y en avoir beaucoup qui mettent l'accent sur tel ou tel sujet, au-delà des labels, ce qui est intéressant, c'est de quantifier l'impact carbone de son projet avec cette méthode de référence, cette méthode publique promue par l'ADEME, qui dit, voilà, c'est comme ça qu'on doit compter le carbone. Donc déjà, quand vous disiez tout le monde dit qu'il est plus vert que vert, c'est plus possible, parce que vous appliquez la méthode, vous avez des indicateurs qui sont ce qu'ils sont. Voilà, donc c'est quand même ça qui doit redonner confiance à tous les acteurs. Et ensuite, on l'a vu, ce que permet cette méthode, c'est d'identifier la façon dont on pourrait encore réduire l'impact carbone du projet, sur quelles actions il serait encore possible. Et par exemple, sur le village olympique, on a vu qu'il y avait encore, pas beaucoup, mais quelques actions possibles. Et du coup, ça permet à l'aménageur de justifier, dans le dialogue que vous avez avec lui, j'en suis là, j'ai bien pris en compte les différentes possibilités d'améliorer encore l'impact carbone. Là, j'ai prévu telle ou telle action. Là, non, pour telle ou telle raison, par exemple de coût. Mais voilà, ça permet finalement de justifier les choix qui ont été faits, de justifier jusqu'où on est allé, pourquoi on n'est pas allé plus loin. Et pour nous, c'est ça la base, qu'on ait ou pas un label. Parce qu'une partie seulement des opérations pourra avoir un label, une partie sans doute minoritaire au début. Par contre, il faudrait que la très grande majorité des opérations quantifient, selon cette méthode promue par l'ADEME, leur impact carbone et décident de pousser tel ou tel levier d'action en connaissance de cause.
de l'impact que ça aura sur la décarbonation du projet. Pour vous, c'est une sorte de sécurité, quoi. C'est une sécurité qu'on ne vous raconte pas n'importe quoi, en fait. Parce que, vous voyez bien, il y a une asymétrie de compétences entre toutes les parties prenantes d'un projet qui fait que l'aménageur qui a une compétence, qui a réalisé toutes les études, qui est accompagné par plein de bureaux d'études, peut vous dire ce qu'il veut et comment est-ce que vous pouvez vérifier. Là, si l'aménageur vous dit, voilà, j'ai calculé selon la méthode de référence de l'ADEME, et aujourd'hui, et puis en plus, cette méthode, elle est évolutive. Sous le contrôle de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, elle va s'améliorer au fur et à mesure des retours d'expérience. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Après, je peux peut-être revenir sur la question de la robustesse des simulations qui sont faites, parce qu'on est d'accord, on parle d'aide à la conception. Donc forcément, on doit modéliser le projet et ça repose sur des hypothèses, et en partie, ce sont des hypothèses conventionnelles. Je précise juste un point d'ailleurs, c'est que l'essentiel se joue en phase de conception. Souvent, on dit ah oui, mais ce qui est important, c'est de vérifier qu'après, on est bien au bon niveau par rapport à ce qui avait été prévu. Évidemment, mais 80% se joue quand même dans les décisions que l'on prend en phase de conception. Il ne faut pas se tromper de combat. Voilà. Et donc, pour prendre les bonnes décisions, il faut avoir un outil qui modélise le quartier, pas de façon parfaite, ça n'existe pas, mais de façon suffisamment précise pour pouvoir comparer différentes variantes à chaque fois qu'on se pose une question. Parce que quand on fait un choix dans la conception d'un projet, en fait, à chaque fois, on choisit entre différentes variantes sur telle ou telle composante du projet. Et il faut que la comparaison entre 2, 3, 5 variantes soit suffisamment précise, pas se tromper. Par contre, savoir si en valeur absolue, on est un pouillème au-dessus ou en dessous, c'est pas grave, mais au moins, on a fait les choix de manière éclairée. Donc c'est ça qui est important. Et ça, tous les retours que l'on a montrent qu'on a toujours les bons ordres de grandeur, et aussi parce que ça on s'appuyait sur tous les acteurs les plus compétents. On a parlé du CSTB, mais aussi Efinergie, BBCA, Certivea, enfin tous les acteurs qui, depuis de nombreuses années, savent compter le carbone. Voilà, on a des retours d'expérience, et notamment au niveau des bâtiments, qui représentent à peu près la moitié de l'impact du quartier. Il y a une question dans le fil de discussion de Laurent Michel et également Laure qui a levé la main. Laure, si tu... On va peut-être prendre la question de Laurent, qui était sans doute posée avant. Alors, est-ce que ça fournit des prescriptions, recommandations opérationnelles pour la réalisation concrète, faciles à inscrire dans les documents type cahier des clauses architecturales? Aujourd'hui, ça permet en effet d'avoir de l'information qui va pouvoir être traduite pour le cahier des clauses architecturales &Co. Par contre, c'est le facilement qui m'interroge, c'est-à-dire que forcément, il y a quand même un travail de traduction et de retranscription pour pouvoir rentrer ces objectifs-là dans le cahier des clauses techniques, etc. Mais en effet, nous, souvent, on le présente comme ça, c'est que l'objectif, c'est d'être en mesure, finalement, de pouvoir inscrire un certain nombre de préconisations dans ces cahiers techniques, notamment vis-à-vis, par exemple, des objectifs pour les promoteurs. C'est juste que le facilement, je ne sais pas à quel point c'est un exercice facile, n'ayant jamais réalisé l'exercice, mais en tout cas, c'est bien notre souhait que ça puisse permettre ce type de rédaction. J'ajoute sur le côté facilement, c'est que les aménageurs, pour faire ça, se font aider de leur bureau d'études. Donc, c'est le métier, simplement. Cette méthode outille les bureaux d'études pour qu'ils puissent eux-mêmes, du coup, beaucoup plus facilement faire les bonnes préconisations. Et j'insiste sur un point, c'est que le périmètre que l'on couvre, ça a été dit tout à l'heure, c'est tout le périmètre physique de l'aménagement qui représente à peu près 50% de l'empreinte carbone d'un quartier en phase d'exploitation ensuite, puisqu'il y a aussi les usages, des sujets un peu soft qu'il faut aussi prendre en compte
ultérieurement, qui sont plutôt à la main de la collectivité, là, pour le coup, pas de l'aménageur. Mais quand on dit qu'on prend en compte tout le champ de l'aménagement, ça veut dire que, bien évidemment, on ne se limite pas aux travaux de l'aménageur, qui sont une toute petite partie. L'essentiel est fait par d'autres dans le cadre des cahiers des charges que l'aménageur impose, notamment aux promoteurs constructeurs. Donc, et heureusement que c'est bien toute cette partie-là de construction qui fait l'objet d'une aide à la décision pour que l'aménageur mette les bonnes prescriptions dans ses cahiers des charges. C'est exactement comme ça que ça fonctionne, et c'est ce que font tous les aménageurs qui utilisent UrbanPrint. Voilà, simplement le côté facile, c'est qu'ils le font avec l'aide d'un bureau d'études, donc c'est le métier de rédiger ces cahiers des charges, ils ne le font pas tout seuls, mais c'est bien ça l'objectif. Alors, si je prends la question dans le fil de conversation, non, aujourd'hui, on est vraiment sur l'évaluation d'opérations d'aménagement, donc plutôt s'appuyant sur bâtiments tertiaires, logements, etc. On n'a pas la possibilité d'évaluer des systèmes transport, mobilité, gare. On ne va pas être le logiciel le plus adapté là-dessus. Donc, par contre, on intègre dans l'évaluation de nos opérations d'aménagement l'impact de la mobilité des usagers, donc le domicile transport bureau de notre quartier. Et ça intègre le fait qu'on va être à plus ou moins grande proximité de réseaux de transport en commun. Et donc, alors, pardon, Laure avait une question, mais je ne la vois plus en ligne. Si, je suis là. Ah, pardon, excuse-moi. C'est moi qui voyais. La question rejoint un peu ce qui vient d'être dit. D'abord, merci pour la présentation. Je découvre un peu ces sujets, donc je comprends qu'il y a vraiment une progression de passer du bâtiment au quartier. Moi, je m'interrogeais un petit peu sur le traitement des interfaces avec l'entourage de ce quartier, c'est-à-dire que je suppose que dans ce travail, il y a une partie des choses qui sont données pour le projet, par exemple la source d'énergie, mais il peut peut-être aussi y avoir des effets de report quand il y a des leviers internes au quartier sur la mobilité. Est-ce qu'on regarde ce que ça fait dans la zone plus grande dans laquelle il s'insère? Ou est-ce que vous êtes travaillé sur votre quartier comme un ensemble fermé, si je peux dire? Alors, un peu des deux. C'est-à-dire qu'on va plutôt regarder ce qui se passe au sein de notre quartier, mais ça intègre en fait le fait qu'il s'inscrit dans un contexte spécifique, que ce soit pour la gestion des déchets, on intègre le fait, voilà, il y a des spécificités en termes de déchets et de mode de gestion de déchets, on intègre la proximité ou non à des réseaux de chaleur, par exemple, pour identifier des stratégies de ce point de vue-là, on intègre la présence de réseaux de transport en commun. Par contre, on ne va pas regarder comment ce qui se passe au sein de notre quartier va avoir un impact sur l'extérieur. Donc, en effet, on ne va pas intégrer des... Alors, par exemple, typiquement sur la mobilité, aujourd'hui, on n'a pas ce qu'on appelle de levier d'action autour de la mobilité. On a plutôt une forme de photographie de ce que serait en moyenne la mobilité générée par ce type de quartier dans ce type de contexte. Mais on n'intègre pas le fait que, par exemple, l'aménageur pourrait être beaucoup plus proactif sur les pistes cyclables, sur les bornes de recharge de véhicules électriques, etc. Donc, typiquement, on n'intègre pas les éventuels reports de mobilité que ça pourrait générer sur les quartiers voisins. Voilà, ce genre de choses, on ne va pas l'identifier aujourd'hui. Alors, deuxième question. Pardon, oui. Oui, c'est juste de manière générale, parce que ça aussi fait quoi la question de Laurent et Michel avant sur la mobilité ou sur d'autres sujets, usage des sols, etc. UrbanPrint, il faut bien comprendre que c'est un outil qui ne fait pas tout, parce que ça serait pas réaliste. Hein, vous voyez, si on se lance là-dedans, ça n'aboutit jamais et c'est pas opérationnel. C'est un outil qui permet l'évaluation la plus précise possible des impacts carbone sur
en ACV et sur l'ensemble des composantes du projet, donc on compte tout. Et c'est par ailleurs, comme on l'a vu, un outil qui aide à la décision au sens qui nous dit vous pouvez encore baisser l'impact carbone en jouant sur tel type de levier. Par contre, ça ne vous fait pas la conception détaillée du projet sur aucune des composantes. Ça, c'est dans les études classiques de projet d'aménagement, vous avez des bureaux d'études qui utilisent leur savoir-faire ou différents outils quand il y en a pour approfondir la conception sur telle ou telle composante. Vous voyez, c'est une sorte un outil qui fait l'agrégation de l'ensemble des sujets qui ont un impact carbone, c'est-à-dire à peu près tous les composants du quartier, et qui à la fois évalue et vous dit comment on peut encore réduire. Par contre, il faut après faire appel à des outils spécifiques, des outils sectoriels pour approfondir tel ou tel aspect. Mais c'est normal voilà, que ça soit comme ça. Il y a Olivier qui avait une question. Et Laure avait une deuxième aussi. Pardon. Pardon. Non, mais le temps passe, alors je donne la parole à Olivier, puis s'il y a le temps, j'y reviendrai. Non, ma question, elle rejoint un petit peu les différentes questions posées. Là maintenant, c'est si je comprends bien, on a un scénario de référence qui est un quartier construit sur le même site de manière basique, si je puis dire. Mais il n'y a pas de scénario de référence sans le projet d'aménagement, où l'urbanisation se ferait peut-être avec le même programme de mer diffuse, etc. C'est vraiment très centré sur le quartier et pas avec un scénario de référence au fil de l'eau où on ferait rien, mais où vraisemblablement les logements, les commerces et je ne sais pas quoi se construiraient dans le désordre sur un territoire ou une agglomération donnée. En fait, l'outil le permettrait, mais c'est un travail à faire, entre guillemets, à la main, en créant différents projets avec des variantes par l'utilisateur du logiciel. Donc, il permet cette forme de comparaison par la façon dont il a été conçu, le logiciel. Mais par contre, on n'a pas de scénario automatique, en gros, qui serait déjà préconstruit, un peu comme ce projet de référence, qui serait un scénario fil de l'eau, sans opération d'aménagement définie à cet endroit-là. C'est quelque chose qui serait à construire forcément par l'aménageur, le bureau d'études, savoir comment ils peuvent faire une forme d'autres scénarios et aller le modéliser dans UrbanPrint. Et puis en plus, là, on est dans une logique en plus potentiellement de multi-sites qu'il faudrait en plus gérer. Mais donc voilà, ce serait à construire. C'est pas quelque chose qui est aujourd'hui automatisé dans UrbanPrint. Par contre, on peut faire un scénario état initial sur le site en lui-même versus l'opération d'aménagement. Oui, c'est ce que j'allais dire. On peut faire le scénario avant-après, avant étant sans le projet, comme demandé dans les études d'impact. Par contre, c'est vrai qu'on part du principe qu'on a décidé de faire une opération avec telle programmation à tel endroit. On peut d'ailleurs aussi comparer différentes localisations, si on le souhaite. Par contre, l'idée, c'est de dire, une fois qu'on a décidé de faire telle programmation à tel endroit, quelles sont, parmi les très nombreuses variantes, le meilleur projet d'un point de vue de l'impact environnemental. Il existe d'autres outils que l'on porte aussi côté ADEME pour évaluer justement le type d'endroit, notamment par rapport à l'artificialisation des sols. On porte l'outil Bénéfriche qui permet d'évaluer les impacts socio-économiques justement d'un projet en fonction de l'endroit où il va être aménagé. Donc là, on est plus en amont encore. Soit on est sur un projet en étalement urbain, soit on peut avoir un projet pas en étalement urbain justement, sur une friche ou en réhabilitation. Ça permet vraiment d'aller un peu challenger le côté notamment artificialisation des sols. Et ça reste dans les perspectives typiquement d'évolution de la méthode et du logiciel, de voir quel rapprochement on peut faire justement avec l'outil Bénéfriche, puisqu'il y a le souhait de pouvoir finalement faire des simulations sans avoir à saisir de plan masse
Et typiquement, une fois qu'on aura cette possibilité-là, ça permettra typiquement de venir interroger notamment cette question de la localisation de notre opération d'aménagement avec tous les impacts voilà, que ça peut générer. Donc ça fait partie de la feuille de route. Et donc, il y avait une deuxième question de Laure et on arrive, je crois, au bout du temps qu'on s'était donné. Donc, Laure, je te laisse la Merci. parole. Question Si tu as des regrets, de prendre encore question de curiosité. Tu posais la question, Gilles, du coût des études. On sent que dans ce travail qui est d'aller chercher les leviers les plus efficaces pour baisser l'empreinte carbone, il y a de manière sous-jacente le coût de ces différentes actions. Et donc, au bout du compte, vous devez avoir des sortes de, je sais pas quoi, d'abac ou de référentiels du coût des mesures les plus efficaces. Alors, peut-être que c'est très projet dépendant, mais voilà, est-ce que finalement, au bout du compte, vous avez cette connaissance comme du passage à l'acte? Il y a le courage de la transparence, mais je choisis d'avoir un projet qui va coûter un peu plus cher pour être plus vertueux du point de vue du bilan carbone. C'est un savoir très spécifique et comment est-ce que vous l'utilisez et vous le partagez? Alors, pas encore, on n'a pas encore cette connaissance-là, parce que c'est vrai qu'on a été beaucoup dans une logique, notamment au moment du développement de la méthode et du logiciel, de pouvoir s'assurer déjà, en gros, qu'on savait réaliser correctement les calculs. Donc, on a accompagné un certain nombre d'opérations plutôt entre guillemets en one shot. On n'a pas été présent sur toutes les étapes de conception et les étapes de décision. Aujourd'hui, justement, avec à la fois le nombre d'opérations qu'ont pu avoir des études Urban Print, on va essayer de mettre en place justement une forme de retour d'expérience où on va retourner voir finalement les opérations qui ont été accompagnées pour voir dans quelle mesure cette évaluation elle a été suivie d'effets, de quel type d'effets elle a suivi. Est-ce que c'était, voilà, typiquement, est-ce que ça a permis une stratégie énergie carbone plus poussée sur plein de volets autres même que ceux qui évaluent en tant que tel Urban Print? Est-ce qu'il y a des choix qui ont permis d'être réalisés? On essaye, dans le cadre justement du partenariat aussi avec la SNEF, de poser cette question de l'évaluation des coûts sur coûts. Ça fait partie aussi des éléments que l'on a en tête d'aller analyser. Donc aujourd'hui, voilà, je ne peux pas répondre à votre question, mais j'espère en fait qu'on pourra y répondre prochainement parce qu'en effet, voilà. Même si on souhaite que l'euro et le carbone deviennent, on va dire, à égalité, l'euro l'emporte encore un petit peu et ça reste un peu le nerf de la guerre. Donc on espère avoir bientôt un peu des réponses sur ces éléments-là. Ok, s'il n'y a pas de regrets, on peut peut-être arrêter là. Et vraiment, en tout cas, merci beaucoup pour le temps que vous avez consacré donc, à cette présentation. Je pense que c'est vraiment utile de mieux connaître les possibilités pour être plus pertinent, nous, ensuite, dans nos recommandations. Merci à vous. Puis on reste disponible de toute façon par mail. Et puis voilà, s'il y a besoin de refaire une session, il n'y a vraiment aucun souci. Merci beaucoup. Merci Gilles et à toute l'équipe. Je redis, mais vous le savez que vous avez un rôle très important à jouer, puisque voilà, vous êtes très écoutés et on est en phase de diffusion, on est en phase de généralisation de ces nouvelles pratiques et c'est jamais simple de changer les pratiques quand on a une filière aussi diversifiée, 400 aménageurs dans toutes les régions. Voilà, vous êtes un des maillons essentiels pour faire connaître ces nouvelles pratiques et puis inciter à recourir à ce que disait Laure tout à l'heure, le courage de la transparence. C'est important vu les enjeux autour du changement climatique. Merci, à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.